Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver en ce mois d'août pour le programme d'été de TV Liberté. Je vous propose aujourd'hui de suivre notre Zoom d'été et de partir à la rencontre de Thibaut Bastide, journaliste à TV Liberté, interrogé par Martial Bild. Il constitue certainement la nouvelle génération des journalistes de TV Liberté. Je suis très heureux d'accueillir pour ce Zoom d'été Thibaut Bastide. Bonjour Thibaut. Bonjour Martial. Merci d'être là. Avant même de poursuivre et de commencer avec les questions de ce Zoom d'été, votre parcours avant d'arriver à TV Liberté, en quelques mots. Parcours très mainstream, on dirait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire école de journalisme, puis ensuite de la presse mainstream, presse radio, avec spécialisation radio. J'ai fait un petit tour de France, Castres, où je présentais... Et je commentais des matchs de rugby et les journaux sportifs, les journaux sportifs. Et puis à Bergerac, également un métier de journaliste sportif avec foot et rugby en spécialisation. Et puis ensuite, je suis arrivé à TV Liberté. Alors, la question qui se pose tout de suite, c'est comment on passe de journaliste sportif, on veut faire chroniqueur sportif, à TV Liberté, où le sport est somme toute assez réduit, même dans le journal télévisé. Je voulais changer en fait un petit peu de vision, c'est-à-dire que le sport c'est bien un moment. Mais je voulais aussi m'enrichir un petit peu plus, donc évoquer des sujets politiques, géopolitiques, ce qu'on traite dans le JT de TV Liberté. Et puis le projet m'a plu également d'avoir un média qui était un petit peu différent des autres, et avec une vision différente et une vision qu'il n'y a pas dans les autres médias. Donc le challenge m'a plu. D'accord, bon, beau défi, et puis de toute façon, vous consacrez toujours au moins 1 heure de la matinée de la rédaction à parler de sport, donc la tradition est maintenue. Votre mission sur TV Liberté ? Alors ma mission, elle a changé, ça fait maintenant quasiment 3 ans que je suis arrivé à TV Liberté. Au départ, c'était pour co-animer la matinale de Radio Liberté avec Arnaud Menu et Floriane Janin, pour apporter, entre guillemets, l'expérience que j'avais acquise lors de mes précédentes missions. Ça a duré 2 ans. Depuis, je suis passé à la rédaction de TV Liberté sur le JT quotidien, puis le journal télévisé. Le journal télévisé, puis également sur la présentation et de temps en temps des zooms avec les invités. Voilà, vous êtes une des 6 têtes connues de TV Liberté. Oui, même si évidemment Olivier Frère-Jacques et Élise Blaise restent un petit peu les maîtres en la matière. Parfait. À l'âge de 10 ans, c'était il y a quelques jours, quel métier Oui, enfin il y a quelques années maintenant. Mais... Vous avez quel âge d'ailleurs ? 28 ans. 28 ans. Alors donc, il y a 18 ans, quel métier souhaitiez-vous faire ? Alors j'avais plusieurs objectifs à cette époque-là. Il y avait un objectif très sportif où je voulais, comme tous les enfants, percer dans un sport, et en l'occurrence c'était le tennis. Et puis finalement, à un moment, la réalité revient sur la table, et donc on réfléchit à des métiers entre guillemets plus sérieux. Et là, c'était kiné. Les joueurs de tennis français sont sérieux. Bref, on ne saura jamais ce qui aurait pu advenir, mais je voulais devenir kiné. Kinésithérapeute. Exactement. Bon, et là, ça vous a amené au journaliste sportif. Pour vous, un symbole de liberté ? Il y en a plusieurs. Ça peut être mon passeport pour l'évasion, changer un petit peu de paysage, les voyages, tout ça, c'est un peu symbole de liberté. Et je dirais la vie est un symbole également de liberté. Suivant comment on l'amène, comme je vis au jour le jour, en fait, pour moi, c'est mon symbole de liberté. C'est que je ne sais pas ce qu'il y aura demain, et donc ça m'évite certains tracas. Moi, je sais pas, quand je vous écoute, j'ai pas l'impression que vous vivez au jour le jour. Il y a des projets, des grands projets. Je suis dans l'incapacité de vous dire ce que je ferai demain. Un défaut insupportable à vos yeux, alors ? La lâcheté. La lâcheté, puisque en fait, c'est un peu le symbole de la société dans laquelle on vit. Je trouve que les gens n'osent plus rien dire, se cachent, certainement par peur, et j'estime qu'il faut avoir le courage de dire les choses et de faire les choses. Vous n'aimez pas les gens flagadouilles, finalement ? Oui, un peu comme ma collègue, mais c'est pas tant flagadouille, c'est vraiment de la lâcheté par peur. Ça, je supporte pas, puisqu'on sera toujours plus respecté en étant courageux qu'en cachant les choses. Et alors, bien évidemment, quand on donc le courage, évidemment. Le courage, la qualité, le courage. Comment on est courageux quand on est journaliste ? En disant les choses, en disant la vérité de ce qui se passe. Quoi qu'il en coûte ? Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Pourquoi cacher la vérité ? C'est une question qu'on pourrait se poser. Il y a quelque temps, c'était le bac. Ça aurait pu être une question de philosophie au bac. Qu'est-ce qu'il y a de gauche en vous ? Alors ça, c'est une question qui me pose un peu problème. C'est que, évidemment, elle entraîne qu'est-ce qu'il y a de droite en moi. Et nécessairement, il y a
en arrière-plan une question politique. Et donc, Vous pouvez être en même temps, hein, c'est autorisé même sur TV Liberté. oui, en même temps. J'évite, en fait, c'est pas en même temps de droite et de gauche, c'est ni de droite ni de gauche. J'estime qu'en fait, en cette période, il n'y a plus de droite ni de gauche. Alors ma collègue Floriane disait, pour la droite, les valeurs familiales, chose dans laquelle je me retrouve. Par contre, sur le qu'est-ce qu'il y a de gauche, je suis incapable de vous dire ce qu'il y a de gauche en moi. Qu'est-ce que la gauche ? Votre citation préférée? Alors j'ai envie de faire... Comme dirait Neymar. Non, j'ai une petite touche d'humour, ce sera la citation de Franck Ribéry, « La roue tourne, va tourner ». La roue tourne, va tourner. Oui, C'est de lui. Il a dit ça en conférence de presse et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est qu'un joueur idolâtré puisse dire ça en portant le maillot de l'équipe de France, en ne connaissant pas l'expression française. Et c'est passé quasiment inaperçu. Or, j'estime que pour porter le maillot de l'équipe de France, il faut avoir un minimum. Et là, on tire vers le bas. Et donc, je voulais citer cette parole de Franck Ribéry, parce qu'elle est aussi assez représentative de... Vous êtes choqué quand, par exemple, des capitaines des grandes équipes qui font le top 14 de rugby que vous aimez sont étrangers, quand l'arbitre parle anglais et quand un des joueurs demande la nationalité française au président de la République? C'est différent. Ça vous choque pas, ça? Franck Ribéry, c'était sous le maillot de l'équipe de France. Oui. Non, c'est maillot de l'équipe de France, donc équipe nationale. Les capitaines étrangers au sein du top 14, ce sont des clubs. Donc évidemment, il y a un mélange de cultures. Donc que les capitaines soient étrangers, ça ne me dérange pas plus que ça. Vous voyez, on parle toujours sport, on y arrive toujours, c'est pas difficile. Allez, la personnalité avec qui vous auriez aimé dîner en dehors de Ribéry, bien sûr. Il y en a deux. Roger Federer, pour ce qu'il a apporté au tennis, la classe, le champion qu'il est, la légende, tout simplement, puisque quand on le regarde jouer, on a l'impression que c'est simple, et ça, c'est ce qui montre que c'est un véritable champion. Et la deuxième personne, c'est Pierre de Coubertin, pour sa phrase sur... l'important, c'est de participer. Je trouve ça aberrant comme phrase. Quand on fait un sport ou dans la vie même, l'important n'est pas de participer. C'est de gagner, d'écraser les autres. C'est de gagner. Et d'écraser les autres. Pas d'écraser les autres, mais de gagner. Évidemment, on vise systématiquement la victoire. Je ne connais personne qui souhaite sa défaite. Allez, une boisson pour retrouver la joie, après avoir parlé de Coubertin. Vous allez le deviner. Non, je la connais, mais je vous laisse le dire. Une bière entre copains. Évidemment, on se retrouve toujours autour d'une table avec ses copains quand le moral est un petit peu moins bon. Vous préférez les blondes ou les brunes? Je suis plutôt blonde. Les vacances idéales? Entre copains, évidemment. Entre copains, avec une petite touche familiale quand même au milieu. Faut pas oublier l'aspect familial, mais entre copains, ça permet de décompresser, d'oublier les petits soucis du quotidien et donc de partager de bons moments. Ça peut être n'importe où, il faut que ça soit vraiment à Bergerac, sur la place de la Myrpe, entre le musée du vin et le musée du tabac? Non, pas nécessairement à Bergerac. Je passe rarement mes vacances d'été à Bergerac. Généralement, j'en profite pour m'évader un peu et partir à l'étranger. Dernière question, la plus difficile. Que lisez-vous sur la plage? Pas de lecture sur la plage, c'est pas un endroit pour lire. Alors, si vous n'êtes pas sur la plage, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que je lis? Ça peut m'arriver de lire des romans ou des essais, voire... oui, c'est ça. Romans ou essais. Mais en fait, pour être franc, je ne suis pas très lecture. Je suis pas très lecture. Rassurez-moi, quand vous faites des Zooms, vous accueillez des invités. Ah, bien sûr, je les lis. Ah oui, évidemment, je m'avais fait peur, là. Mais très peu de lecture en dehors du boulot. Et la plage, pour vous? La plage, c'est de l'amusement. On peut jouer faire un football sur la plage, un volley, exactement. Ou tout simplement profiter de la mer. Et aussi du rugby sur la plage maintenant, ça existe? C'est plus compliqué, c'est physique quand même. Hein. Merci beaucoup Thibaut Bastide. Les projets pour la rentrée? Les projets pour la rentrée, je pense qu'on va continuer sur la même lignée, c'est-à-dire le JT avec Olivier et Élise, puis informer les téléspectateurs comme il se doit. Merci beaucoup, bonnes vacances. Merci beaucoup Martial, bonnes vacances. Dans la rubrique Le meilleur de TV Liberté, nous vous proposons aujourd'hui de retrouver un auteur bien connu des spectateurs de TV Liberté. Il s'agit de l'auteur notamment du Camp des Saints. Vous aurez reconnu Jean Raspail qui répond aux questions de Martial Bild.
10 ou 20 ouvrages rassemblés entre eux forment une pile de livres. Quand ces livres sont signés Jean Raspail, ces 10 livres ou 20 livres forment une œuvre exigeante, une œuvre ambitieuse qui fait de Jean Raspail l'un des plus grands écrivains français. Jean Raspail, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Il y a plus de 40 ans déjà, au cœur de votre œuvre, vous avez publié un roman prophétique, visionnaire, même pour beaucoup, intitulé « Le camp des saints ». Une grande personnalité politique française m'a dit, sous le sceau de la confidence, que vous lui aviez expliqué que cet ouvrage, vous l'aviez écrit en 1971, guidé, presque inspiré par un autre que vous, dans cette rédaction. Oui, ce n'est pas confidentiel, puisque j'en parle dans la préface de cette édition-là. Écoutez, c'est au bord de la mer. On me prêtait une maison depuis un certain temps, une tombe de ma femme, peu importe, Méditerranée, près de Saint-Raphaël, Boulouris. Je regarde la mer, ça, j'avais un bureau, j'avais déjà écrit un livre dans ce petit bureau, dans cette maison. Et je regarde la mer, et brusquement, je me suis dit, et s'ils arrivaient? Ils arrivaient. Bon, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, je le raconte aussi dans la préface, après, tout est venu. Comme si on tirait le fil d'une pelote, vous savez. C'est venu sans grande difficulté, alors qu'à l'époque, en 72, le phénomène était à peine commencé. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce qui est étonnant, après j'arrête avec ça, c'est que quand j'arrêtais le soir, n'est-ce pas, très fatigué d'ailleurs, parce que ça a été une écriture, elle était aussi facile que fatigante, voilà, pour les ménages, n'est-ce pas? Eh bien, j'arrêtais, fini, et le lendemain, quand je m'y remettais, tout revenait immédiatement. Alors, c'est vrai que j'ai été conduit d'une certaine sorte. Je ne veux pas définir d'où venait ou quelle pouvait être la qualité éventuelle de cette inspiration, mais il y en a eu une, voilà. Alors, l'histoire de ce million d'immigrants, d'émigrants à bout de souffle, séchant sur nos côtes, attirés par la terre promise, cette image d'un Occident qui est menacé de submersion n'a jamais cessé de faire scandale depuis la parution de l'ouvrage. Avez-vous aujourd'hui, avec Lampedusa, les cargos qui s'échouent aussi sur les côtes de l'Occident, ces millions de personnes aussi déplacées par les guerres en Irak, en Syrie, en Libye, est-ce que vous considérez que les faits vous ont donné raison? Les faits m'ont donné raison, sinon que ça ne se passe pas exactement de la même façon. Dans le camp des saints, ils étaient 1 million arrivés d'un seul coup. Et alors, c'était tout simplement je pense, pour marquer l'importance du choc. Et tandis que maintenant, ils arrivent peu à peu, mais en fait, le résultat est le même, mais en ce moment, il est catastrophique. Mais maintenant, de plus en plus dans la presse, on me fiche la paix maintenant. Je veux dire, on m'a beaucoup insulté, puis emmerdé, puis peu à peu oublié, enfin, puis pardonné, si je puis dire. Et maintenant, quand Lampedusa, on dit, tiens, c'est comme dans le camp des saints, c'est le camp des saints, le Raspail qui recommence, etc., etc. Ah, il y a peu de temps... Mais enfin, comment dirais-je? C'est peut-être un hasard, tout simplement. J'ai écrit un roman, c'est un roman. Voilà. On va y revenir, mais alors, c'est un roman prophétique, oui. et il y a Maintenant, peu de temps... le vrai sujet du roman, finalement, il était surtout, en fait, la lâcheté, l'absence de réaction de la population française et européenne devant ce phénomène, n'est-ce pas? Et l'abandon qu'elle fait d'un certain nombre de choses. Or ça, on commence à y être. On va en reparler. Il y a une personnalité politique aussi importante qui, elle, vient de parler de vous, c'est Alain Juppé, qui a évoqué votre ouvrage, Le camp des saints, en disant « il y a eu toujours ce fantasme ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez, au regard de l'actualité, que ce que vous avez écrit est un fantasme? Je n'ai jamais considéré ça comme un fantasme, d'abord. Jamais. Hein. Et en plus, si on considère le résultat actuellement, ce n'est pas du tout un fantasme. L'invasion est commencée et elle augmente. Alors, je ne sais pas ce qu'a dit Juppé. En fait, je m'en fiche de ce qu'il voulait dire Juppé. Je vois très bien ce personnage. Pour l'amusement des auditeurs ou des téléspectateurs, je dirais que Juppé ne l'aime pas le camp des saints, il l'a dit. Il a dit que c'était un fantasme. Et je l'ai déjà entendu dire des choses qu'il fallait surtout pas lire ce livre. Et le 7 février 2011, après le service de presse de l'édition qui est là, il m'a envoyé une lettre qui est une lettre comment dirais-je,
tout simplement de courtoisie. Mais il ne m'a pas insulté, il dit qu'il est très content je lui ai envoyé le livre, etc., etc. Juppé. Il était à ce moment-là ministre de la Défense, on a été bien défendu. Souvent, Juppé varie bien folle et qui s'y fie. Il y a quand même une chose que vous reconnaissez d'ailleurs, c'est que dans ce camp des saints, vous n'aviez pas anticipé la puissance de l'islam. Non. Cette puissance qui se révèle aujourd'hui, malheureusement, tragiquement en France. Je continue à penser, il faut pas que je pense trop, c'est très mauvais. Je continue à penser que l'islam c'est très important, mais qu'il n'y a pas que ça. C'est le nombre qui est important. Le nombre. L'immensité de ces gens qui attendent à entrer chez nous et qui commencent à être très nombreux et qui le seront, à mon avis, de plus en plus. C'est ça. Peu importe leur religion. Parmi les gens qui s'installent dans notre pays, il n'y a pas que des musulmans, il y a bien d'autres choses, n'est-ce pas? Toute l'Afrique n'est pas musulmane. Hein. Voilà, alors c'est le nombre. Mais l'islam, en effet, je n'avais pas vu, ça m'intéressait vraiment, pas spécialement. Alors, écoutez, ce qui se passe actuellement en vitesse, c'est que les événements récents, comment dire, l'exploitation qui en a été faite, là, une certaine, comment dirais-je, unité de façade, enfin je passe sur tout ça, elle est peut-être admirable, on l'a dit, elle est peut-être providentielle, elle est horriblement dangereuse parce que voilà ce qui se passe. Justement à propos de l'islam, on dit qu'il faut être... C'est le moment, justement, où il faut serrer la main, ouvrir très, très gentil, ouvrir les mosquées, les aider à s'installer, à s'expatrier. Il faut qu'ils comprennent notre civilisation, il faut les aider, etc., etc., etc. Ça, c'est terrifiant. Justement, la gentillesse, si vous voulez, à l'égard de Big Other, l'autre, voilà... La gentillesse qui s'est exprimée, oui, c'est vrai, ou à moins qu'elle soit... Elle peut être feinte aussi, c'est une mode peut-être aussi. Cette gentillesse est très dangereuse parce qu'elle déclenche justement l'absence... Elle augmente l'absence de réaction de la population contre cette sorte d'invasion qui nous menace et que j'ai décrit d'entrée. Et ça, on a désarmé par les manifestations récentes et de sympathie à l'égard de l'islam islamique en général, hein, on a désarmé la résistance nationale. Vous avez dit en parlant du camp des saints que c'était un livre joyeux dans sa détresse dont je ne renie rien. Bon, ça, je pense que vous n'en reniez rien encore. Non. Est-ce que vous continuez de penser que nous avançons vers un basculement démographique final que vous aviez estimé vers 2050 dans un article du Figaro en 2004 qui a fait énormément de bruit? Dans la préface, je reprends ça. Mais tous les démographes, y compris ceux qui sont de gauche comme ceux qui sont de droite, savent très bien la vérité. Le basculement démographique se produit dans les années 45-50. À ce moment-là, parmi la population jeune, active, n'est-ce pas, enlever les gens âgés à partir de 60 ans, enlever des statistiques, à partir entre 0 et 55 ans, la population d'origine étrangère, et surtout non européenne, sera supérieure à la population active française. Et est-ce que vous faites vôtre aussi la théorie de cette notion de grand remplacement? Vous pensez qu'il y a ce grand remplacement? C'est la théorie de... Comment il s'appelle? Renaud Camus? Oui, c'est Camus, c'est ça. Je crois qu'il a en partie raison. Et il n'y a qu'à voir un certain nombre de petites villes en France, notamment dans le sud de la France, pour savoir que le grand remplacement est quasiment fait. Il ne s'agit plus qu'étoffer un petit peu, quoi. Les centres-villes ont été récupérés par les immigrés, etc. Non, le grand remplacement est terminé. Alors, ça est engagé dans ces petites villes. Oui, certainement. Je suis certain, malheureusement, qu'il a raison. Et en plus, il y a le grand remplacement qui se place là-dedans. Je me tape la tête, là. Le grand remplacement dans les cervelles,
où toutes les idées qui nous défendent, on les évacue peu à peu de sa propre tête. Oui. Pensez-vous que l'on observe néanmoins l'amorce d'un retournement vous avez évoqué pendant longtemps la création de la pérennité française. Oui. Hein, c'est-à-dire que vous considériez qu'il y avait la possibilité que des minorités oui. se battent. Oui. Est-ce que vous considérez que c'est encore réalisable? Oui. Est-ce que vous en voyez des... Parfaitement. C'est également dans la préface. Contrairement à beaucoup de gens, j'en ai discuté avec des gens très bien même. Je suis rien du tout, mais quand il s'agit de communautarisme, c'est quelque chose que je comprends. Il y a un communautarisme juif, pourquoi pas? Bon, c'est comme ça. Bon. Il y a un communautarisme basque, on pourrait dire, par exemple. Il n'y a pas de communautarisme breton, mais ça peut venir. Il y a un communautarisme portugais, d'une certaine façon, qui est tout à fait respectable. Et il y a le communautarisme musulman, et qui se transforme peu à peu en communautarisme islam, et puis peu à peu islamique. Bon. Et dans ce système-là, il manque une chose, c'est le communautarisme français. Donc, je pense qu'on y viendra, et les progrès que vous avez pu noter dans certains... Les signes d'espérance conduisent à l'établissement progressif d'une sorte de communautarisme. Par exemple, la naissance d'un certain nombre d'écoles qui échappent à l'éducation nationale classique, et des quantités de choses comme ça. Ça existe. Et quand ce sera complètement... Comme il n'y aura plus que cet espoir-là de rester quand même un Français comme on l'a été, un Français comme on aime être, il ne restera plus que ce communautarisme-là, il sera probablement assez important, et il y a des, comment dirais-je, je ne veux pas dire des espérances, ça va me mâcher menu, mais des occasions de clash. Voilà. C'est assez... On a toujours un peu évoqué Jean Raspail en se disant que oui, vous étiez peut-être un peu prophète, mais que finalement, vous êtes surtout le chantre du pessimisme. Et que donc finalement... ce monde est désespéré parce que tous vos personnages, dans tous vos romans, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont jeunes. Ils sont tous jeunes, ou la plupart, que ce soit dans Cire, L'île bleue ou Le jeu du roi, mais ils sont tous désespérés. Les romans de Raspail, c'est des hommes, des personnages qui fuient volontairement, qui sont pourchassés, qui s'en vont. Il fuit, mais il va voir ailleurs si c'est pas autre chose. Il sait peut-être qu'il n'y a rien, mais il y va. Non, je ne suis pas... Non, j'ai toujours dit que Le Code des Saints était un livre gai, d'ailleurs, parce que c'est un livre très, très d'énergique, on s'amuse même dedans. Gai, il ne reste que 21 irréductibles, pardon, oui, c'est possible. Qui vont être tués par l'armée française. Mais vous avez vu la façon dont ils meurent et la façon dont ils s'expriment entre eux. Hein, non. Le pessimisme, oui, peut-être, mais avec... peut-être... le pessimisme est toujours sur son cheval avec son oriflamme. Dans les 7 cavaliers, vous dites, je vous lis, 7 cavaliers quittèrent la ville au crépuscule face au soleil couchant par la porte de l'ouest qui n'était plus gardée. Tête haute, sans cacher, au contraire de tous ceux qui avaient quitté la ville, car ils ne fuyaient pas, ils ne trahissaient rien, espéraient moins encore et se gardaient d'imaginer. Ainsi étaient-ils armés, le cœur et l'âme désencombrés, scintillant froidement comme du cristal, pour le voyage qui les attendait, sur l'ordre du margrave héréditaire simplement. Ils allaient, ils s'étaient mis en mouvement, et le plus jeune d'entre eux, qui n'avait pas 16 ans, fredonnait une chanson. Ils sont... Qui sont aujourd'hui ces 7 cavaliers en état de porter encore les armes et d'aller voir, alors que les portes ne sont plus gardées? Qui sont ces 7 cavaliers? Qui sont les 20 irréductibles? Où est-ce qu'on les trouve, Jean Raspail? Ce que je vais vous dire, c'est qu'on me pose toujours, me demande des explications sur ce que j'ai écrit, ou c'est ça, aussi ce que j'ai voulu dire. Quand j'écris un roman, je le commence. Je ne me demande jamais où je vais, pourquoi je le fais, et c'est comme ça. Vous comprenez? Il n'y a pas... Je ne peux pas écrire un roman en disant je vais essayer de démontrer telle ou telle chose, ou telle vertu, ou telle valeur que j'ai envie de défendre. Non, ça vient tout seul dans le cours du livre. Je me raconte une histoire. Évidemment, les histoires que je raconte sont souvent des histoires non pas désespérées, mais des histoires de gens un peu
une sorte d'élite, si vous voulez, qui devient complètement isolée et qui va voir ailleurs commencer. Est-ce que c'est pas ça, en fait, le nœud de l'affaire, c'est que vous êtes dans un monde imaginaire que vous avez créé, formidable, où Antoine de Tounins, la Patagonie, ce monde, cette, comment dire, Patagonie a été inventé, ce monde imaginaire, parce que vous ne pouvez pas supporter le monde contemporain qui est le vôtre, parce que votre démarche est aristocratique. Je m'y habitue quand même, je vis, mais il y a un peu de ça, mais j'ai quand même pas 10 ans. Hein. Est-ce que Robert Laffont vous a jamais trahi? Qui, lui-même, Robert? Oui, et les éditions Robert Laffont. Non, vous voulez parler de l'éditeur, de la maison, et de la maison et de l'homme. Oui, mais il est mort, Robert. Il est mort, l'homme, mais entre Robert l'homme qui ne m'a vous a... jamais trahi, c'est un type absolument exceptionnel. Le camp des Saints, c'est lui qui l'a, comment dirais-je, il a lu, il en a vu les particularités, et il s'est mis immédiatement à le prendre quasiment lui-même en main. Et c'est un livre, dans tous les restaurants où il dînait, à ce moment-là, c'était Place Saint-Sulpice, les éditions Laffont. Robert Laffont, dans les dîners, c'était son truc, il faisait ça tout le temps, il racontait le camp des Saints. Avec beaucoup de talent, voilà, ils sont Qu'est-ce que c'est le camp des Saints? Ils sont 1 million, ils débarquent. Si on les laisse débarquer, il y en a 5 millions qui arrivent derrière, n'est-ce pas? Et on sera envahi. Quelle est la solution? On tire dans le tas ou on laisse faire? C'est ça le camp des Saints. C'est la seule question. Donc, vous savez, pessimisme ou pas, que si on la pose comme ça, il n'y a pas de réponse. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez été fidèle à cet éditeur, Robert Laffont. Houellebecq a changé d'éditeur, ça a fait beaucoup de bruit. Vous avez pas pour ça. Robert Laffont est un homme d'une grande qualité, à telle enseigne que quand il a été... il a été, comment dirais-je, remercié par les nouveaux possesseurs du capital. Il avait plus un centime en vérité dans l'affaire, qui marchait très bien d'ailleurs. Et il a été remplacé par un type que je n'aimais pas du tout, qui est Fixot, qui est un marchand de soupe. Et j'ai quitté Robert Laffont à ce moment-là. Je n'ai pas été le seul d'ailleurs. Et après, quand il est mort, après Fixot est reparti, et je suis revenu dans la maison Robert Laffont, parce que son souvenir était encore très vivace. Et vous allez rentrer dans la collection prestigieuse bouquins. Ah oui, c'est vrai, oui, parfaitement, oui, il y a 5 romans dedans, oui, c'est ça, oui. Dont un inédit. Alors on n'en dit pas plus, là, oui, un inédit. C'est un livre que j'avais commencé en 1966, que j'ai interrompu 3 fois, que j'ai recommencé quelques fois après un arrêt de plus de 20 ans, que j'ai terminé en 2005, que j'ai continué en 2005, et alors que je sais très bien comment il se termine, et que je n'ai pas terminé volontairement. Voilà, volontairement, vous voulez que ça soit un inédit. C'est un inédit, mais qui n'aura pas sa conclusion. Voilà, c'est tout. Et les 40 feuillets n'existent pas ou ils existent? Non, ils n'existent pas. Ils sont dans votre tête? Mais dans ma tête, ils existent, mais ils n'existent pas. Voilà, c'est tout. Parfait. On ne peut pas en savoir plus sur les 40 feuillets. Non. Bon. Et c'est en avril prochain. C'est un livre religieux, je vous signale. Voilà. Qui s'intitule La Miséricorde. La Miséricorde. Et c'est en avril prochain, dans la collection bouquins, avec 5 autres œuvres de Jean Raspail. Merci beaucoup d'être venu à TV Liberté. C'était un plaisir et un honneur. Merci, bientôt. Et à présent, passons à la chronique Orage de papier présentée par la Nouvelle Librairie et dans laquelle il est question d'un écrivain, poète, journaliste, scénariste et réalisateur italien, Pier Paolo Pasolini. Je voudrais vous parler aujourd'hui de Pier Paolo Pasolini. Pour quelle raison quelques-uns d'entre nous, jeunes, moins jeunes, paléo-communistes, vieux réactionnaires comme moi, hétérosexuels, homosexuels, hommes de droite, hommes de gauche, chrétiens ou athées, chérissons-nous autant Pasolini? Eh bien parce que c'est l'une des plus déchirantes expressions de la vitalité et du désespoir, de la beauté du monde, de l'obéissance et de la désobéissance, de la jeunesse des choses et de l'antiquité de l'homme, du père et du fils, du héros et du martyr. Pasolini se tient aux 2 extrêmes de la beauté, qui vont d'une échelle allant de Arthur Rimbaud à Charles Péguy, de Jean Genet à Simone Veil, et qui, dans la plus parfaite réversibilité de la grâce, de la faute ou du salut,
réunit en lui les deux grands ministères, me semble-t-il, qui sont les ministères de poésie et de prophétie, dans une langue limpide, dont le timbre est bouleversant, et qui, dans un double éclat, réunit à la fois la poésie et la piété. À la fin de sa vie, il n'avait de cesse de répéter « Je suis une force du passé, je suis une force du passé. À la tradition seule va mon amour ». Et il faut lire ses lettres luthériennes, magnifiques. Il faut lire ses cendres de Gramsci, recueil de poésie grandiose. Et Pasolini, étonnamment, il était communiste parce que conservateur. Et toute sa vie, il s'est heurté au conformisme de la gauche et au conformisme des antifascistes, à ce qu'il appelait le fascisme des antifascistes. Pourquoi le fascisme des antifascismes? Parce qu'il constituait une sorte d'obstacle épistémologique à la compréhension du monde qui a vu le jour après la guerre, après 1945. Le grand leitmotiv pasolinien, c'est que le fascisme historique, le fascisme mussolicien, n'a pas touché d'un pouce, n'a pas changé d'un pouce l'âme du peuple italien. Et du reste, à la fin de sa vie, parlant du fascisme, il évoquait un regret scandaleux. Et rendez-vous compte, Pasolini, l'antifasciste, parlant du fascisme comme d'un regret scandaleux. Alors que le régime libéral et néo-festif, qui a vu le jour après la guerre, a profondément profané l'âme des peuples. Je suis une force du passé, à la tradition seule va mon amour. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur un dessin d'Ignace moquant la culture d'un ancien président de la République. On y voit le fondateur des Républicains se morfondre sur l'établissement Le Fouquet's en feu. Le président s'indigne quant aux gilets jaunes. Il ne respecte même pas nos monuments historiques. Il faut dire que ces derniers avaient malmené le Fouquet's. Un clin d'œil au lieu qu'avait choisi Nicolas Sarkozy pour fêter sa victoire en 2007. Voilà, merci d'avoir suivi ce programme d'été. N'oubliez pas que vous avez rendez-vous avec la rédaction de TV Liberté et son journal télévisé dès le lundi 19 août sur tvliberté.com.